Salut et bienvenue dans le Mycélium. Je m'appelle Claire et sur ce podcast, je te partage mes lectures et mes apprentissages pour nourrir nos réflexions, décristalliser nos idées reçues, se mettre à la page sur les questions de féminisme, de diversité et d'inclusivité dans toutes leurs ramifications. À chaque fois, je te propose de suivre un nouveau filament du Mycélium pour voir où il nous mène. C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on continue dans ma phase « Claire se pose une question existentielle », commence à tirer un fil qui déroule. Et finalement, c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais au début. Comme d'hab. À la base, je me posais la question, mais pourquoi on ne croit pas les femmes ? Ce qui est déjà un vaste sujet en soi. Mais il se trouve que le fil rouge, j'ai envie de dire involontaire, de mon année livresque 2024, et on aura l'occasion d'en reparler lors du bilan, c'est l'inceste. Je me suis donc vite aperçue que ce qu'on peut dire pour les femmes, c'est souvent aussi valable pour les enfants, et donc toutes les victimes. Vu l'ampleur de la tâche, je te le dis tout de suite, on part pour un double épisode. Petit rappel avant de rentrer dans le vif du sujet. Comme toujours dans une histoire, il y a plus d'une réponse, une cause. Dans notre histoire, ces causes se conjuguent, s'additionnent, se renforcent mutuellement. Je cite ici celles que j'ai pu identifier ça et là, mais il y en aurait sans doute d'autres. Je vais parler de biais cognitifs, notamment l'effet de halo, mais quand j'explique que notre cerveau a tendance à fonctionner comme ceci ou cela, je ne suis absolument pas en train de chercher des excuses à qui que ce soit. J'explique pour conscientiser, parce que c'est la première étape de tout changement. Mais on peut toujours choisir de faire un effort cognitif, s'entraîner à le reconnaître. Ah, tiens, ça ressemble à un effet de halo là. S'en détacher, se rendre compte qu'on est tombé dans un biais. Activer ce que Daniel Kahneman appelle le système 2, dont le rôle est précisément de vérifier les idées intuitives et impulsives qui nous viennent automatiquement. Et bien sûr, il faut toujours garder à l'esprit la notion de système. Il ne s'agit pas juste de brebis galeuses. D'ailleurs, si on pousse l'analogie des brebis galeuses jusqu'au bout normalement, on voit bien qu'elles contaminent tout le monde. Elles sont pas juste dans leur coin galeux de brebis galeuses, donc on peut pas faire comme si de rien n'était. Quand je me suis mise à préparer cet épisode, j'ai pioché un livre au pif à la Bibli pour me changer les idées. C'était Troie ou la trahison des dieux de Marion Zimmer Bradley, qui réécrit la guerre de Troie à travers le regard des femmes. L'héroïne du livre, je te le donne en 1000. Cassandre. Tu sais, celle qui voit toujours juste et que personne ne croit jamais. J'ai adoré cette synchronicité, il n'y a vraiment jamais de hasard. Sur ces belles paroles, place à l'analyse. J'aurais pu commencer de plein de manières pour répondre à la question du jour. Le patriarcat, la malhonnêteté, la mauvaise foi. Mais j'ai préféré choisir quelque chose que tout le monde a en commun. Notre cerveau. Parce que finalement, quand on se demande « mais pourquoi on ne croit pas les victimes ?» C'est qui ce « on » Les hommes ? Oui, mais pas seulement. Les institutions, justice, police ? Clairement, mais pas seulement. On, c'est toute la société. Je crois que ça a été un des plus gros trucs à déconstruire pour moi, par exemple, cette notion de croire les victimes, leur accorder la présomption d'innocence, leur faire confiance, me faire confiance, ne pas tomber dans la petite musique défensive du patriarcat. On est toutes et tous concernés par cette question, y compris quand on est victime. Donc, au commencement, notre cerveau. Ça tombe bien, on en a déjà parlé dans les derniers épisodes sur la représentation. Notre cerveau, ce flemmard accro aux stéréotypes et aux jugements rapides, les heuristiques, qui a été abreuvé de représentations sexistes, entre autres, depuis l'enfance. Pour le détail, je te renvoie aux 2 épisodes précédents. Le principe fondamental pour la question qui nous occupe, c'est celui de cohérence. Notre cerveau a besoin de cohérence et cherche en permanence, non pas la vérité vraie et véritable, mais à se raconter une histoire qui cadre avec sa réalité. Et sa réalité, c'est celle d'un monde juste, où les gens sont gentils, ne font pas de mal, à part quelques rares monstres. On parle de croyance en un monde juste. Et si tu penses que tu es entouré de gens gentils, que ce soit ton voisin, ton boulanger, ton patron, tes amis, que tu les aimes bien, ils peuvent pas être méchants. Si c'était vraiment vrai toutes ces accusations, ça ferait beaucoup trop d'hommes coupables. Donc forcément des hommes que je connais dans le tas. Les calculs sont pas bons, comme dirait l'autre. Donc il faut bien que quelqu'un mente dans l'histoire. Et donc à choisir, je vais croire mon voisin, mon boulanger, mon patron, mon ami. Bonus point,
C'est cohérent avec le stéréotype de la femme volage, menteuse, cupide, du péché originel, etc. Pour bien comprendre, il y a un biais cognitif à connaître. Tu en as déjà peut-être entendu parler sans forcément l'associer à cette problématique. Il s'agit de l'effet de halo, qu'on pourrait résumer par « on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression ». Parce que toujours par souci de cohérence, ta première impression d'une personne va affecter tous tes jugements ultérieurs sur cette même personne. On dit souvent que cet effet bénéficie aux gens beaux, car a priori agréables, et la vue est souvent le sens qui capte l'autre en premier. Mais ça bénéficie aux hommes, aux blancs, aux gens dont l'apparence cadre avec le décor, qui sont plus souvent associés à une image positive. La première impression qu'on a d'une personne affecte le reste. L'ordre dans lequel on va évaluer les caractéristiques affecte notre jugement. Si la première chose que je sais de toi, c'est que tu es beau, ou que tu es un artiste populaire, ou que tu es un homme, donc a priori raisonnable et bien élevé, on embrasse au passage les stéréotypes de l'épisode précédent, ou que tu as aidé ma mamie à traverser la rue. Ça va m'influencer pour juger tout le reste. Je vais tout voir sous un jour positif ou te trouver des excuses. Si tu es intelligent dans un domaine, on va te présumer intelligent partout. On voit ainsi beaucoup de scientifiques compétents dans leur domaine en sortir pour raconter n'importe quoi avec beaucoup d'aplomb sans que personne ne moufte. Cet effet est automatique, inarrêtable, très rapide, intuitif. Ça demande un effort pour ensuite calmer le jeu, prendre ses distances avec la première impression et éventuellement changer d'avis. Donc, par exemple, les gens qui disent ne pas voir les couleurs ou le genre, vous mentez. Et c'est pas grave, encore une fois. Enfin, c'est grave de mentir, mais ce que je veux dire, c'est que notre cerveau est câblé comme ça. C'est pas grave tant qu'on s'entête pas à prétendre que ça marche pas sur moi et qu'on s'efforce de prendre du recul. Tu me diras, c'est quoi le rapport entre l'effet de halo et les victimes que personne ne croit ? C'est particulièrement important quand la personne accusée est une célébrité. Il est beau ! Comprendre, il n'aurait besoin de forcer personne, il y a qu'à demander. Il est riche, il est célèbre, il est drôle, il est talentueux. L'effet de halo est ici sous stéroïde. On a une image tellement positive, surtout si la personne en question joue des héros au cinéma au pif, que notre cerveau a tendance à tout repeindre en rose bonbon. Je sais pas si l'amour rend aveugle, mais la célébrité, oui. Cet effet de halo combiné au souci de cohérence, il fait qu'on a du mal à gérer le désalignement entre les valeurs véhiculées par une personnalité publique et son comportement réel. Par exemple, l'abbé Pierre, connu depuis bien avant ma naissance comme un homme courageux, généreux, qui dit non mais les bourgeois le nez dans leur caca, et agresseur sexuel compulsif. Techniquement, c'est possible, mais notre cerveau rechigne à l'admettre. Comme dans une relation parasociale, c'est-à-dire une relation à sens unique qu'on entretient avec une célébrité ou même un personnage de fiction, on ne voit que ce qu'on nous montre. Quand on nous raconte un autre discours, ça crée une énorme dissonance cognitive que notre cerveau n'aime pas. Donc c'est plus simple de douter des accusatrices que de questionner cet effet de halo préalable ou de rester en dissonance. Encore un petit biais cognitif pour la route, l'aversion à la perte. Je te jure, quand j'ai commencé à lister mes idées pour rédiger, au début je me suis dit « Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Tu es encore repassé en mode monomaniaque et tu vois des biais cognitifs partout. » Et en fait, en observant les réactions face à l'actualité, ce qui est bien avec l'actualité, c'est qu'on a toutes les semaines des exemples différents en ce moment, j'arrivais à retrouver cet effet de halo et cette aversion à la perte à chaque fois. Donc l'aversion à la perte, c'est le fait que les êtres humains vont attacher plus d'importance et de valeur à quelque chose qu'ils ont déjà, plutôt qu'à un éventuel gain d'une importance équivalente. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. On sait ce qu'on perd, pas ce qu'on gagne, nous dit la sagesse populaire. Dans le cas qui nous occupe, j'ai plus peur de perdre ce que cet homme m'apporte, si c'est mon ami, son amitié, son aide, si c'est une célébrité, ses films, sa musique, etc. J'accorde beaucoup plus de valeur à ça que je n'accorde de valeur, pour garder mes exemples, au fait de gagner l'amitié et la confiance des femmes de mon entourage, de rendre le monde plus juste ou de découvrir d'autres films, musiques, etc., créés par d'autres personnes qui sont actuellement dans l'ombre de l'artiste auquel je m'attache. L'autre forme de perte, c'est que personne n'a envie de se dire qu'il est ami, en couple, avec un monstre, qu'il admire un monstre, ou qu'il est soi-même un monstre. La cohérence encore, la cohérence toujours.
Tu me diras, le plus simple, ce serait d'arrêter de traiter les gens de monstres, de les déshumaniser, de se dire que même si t'es une grosse merde, t'es un être humain. Là encore, il y a du boulot. Les gens vont préférer le statu quo plutôt que de risquer de perdre le moindre avantage ou privilège. J'ai dit risquer. J'ai la conviction, et je suis loin d'être la seule, voire la volonté de changer de bel ours, qu'une majorité d'hommes gagnerait aussi à ce que les choses changent. Mais tant qu'ils n'en auront pas la certitude, ça incite aussi à se convaincre que tout va déjà bien. Toujours ce besoin de cohérence. Tant qu'on ne voit que ce qu'on risque de perdre, ne serait-ce que la fameuse liberté d'importuner, sa conscience tranquille, et pas ce qu'on gagne, on n'avance pas. Quand on dit qu'on ne croit pas les victimes, c'est aussi les institutions, à commencer par le système judiciaire. La justice est faite par les hommes, pour les hommes. T'inquiète, on va développer. Arrêtons-nous 2 secondes sur la phrase « les femmes et les enfants d'abord ». C'est une de ces maximes populaires qu'on aime bien se répéter façon méthode Coué. C'est du bon sens, ça se discute pas, ça se justifie pas non plus. Ah, les hommes, ils sont tellement braves à toujours se sacrifier pour les femmes et les enfants. Sauf que c'est surtout pour se donner bonne conscience. Sauf que tu peux le répéter comme un mantra, ça devient pas vrai pour autant. Sauf que ça trahit un peu le fait qu'on met encore et toujours les femmes dans le même panier que les enfants, comme si elles n'étaient pas des adultes à part entière avec leurs forces et leurs faiblesses. Sauf que c'est quand même rarement le cas dans la pratique, et surtout pour la justice. Un jour, il n'y a pas si longtemps, les femmes puis les enfants ont eu des droits. En tout cas dans certains pays, dont la France d'où je parle. Mais on n'a pas réformé le système judiciaire de fond en comble pour autant. Par exemple, concept juridique du bon père de famille jusqu'en 2014, abrogation de l'interdiction du port du pantalon par les femmes en 2013. Je ne te parle pas d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le système judiciaire a été créé par des hommes bourgeois pour des hommes bourgeois, à l'époque où femmes, enfants et animaux étaient des biens meubles. Et depuis, on patche une rustine par-ci, par-là, pour rectifier le tir. Le fameux contrat social, il a été signé entre hommes, plus exactement entre bons pères de famille. Donc faute de refonte totale, le système en place, celui qui a été pensé pour protéger la propriété des bons pères de famille, ce qui inclut les femmes et les enfants donc, se perpétue. On ne peut pas croire sincèrement qu'une petite loi suffise à changer des trucs aussi ancrés depuis des siècles. Attention, je ne dis pas que les lois ne servent à rien. Elles sont indispensables pour amorcer un changement social. Mais après, il faut le faire, ce changement social. Et tout comme il y a encore des royalistes et des nostalgiques du Troisième Reich, il y a aussi des nostalgiques de la femme et de l'enfant comme bien mobilier, du pater familias tout-puissant, les masculinistes notamment, dont on reparle plus tard. Mais ce n'est pas le seul problème du système judiciaire, loin s'en faut. Comme pour tous les services publics, la justice manque de financement. Les magistrats et magistrates croulent sous les dossiers, n'ont pas le temps de vérifier les renseignements, se fient aux experts, et absorbent les mêmes stéréotypes que tout le monde. On l'a déjà dit pour les médecins et les scientifiques. Avoir une profession n'empêche pas d'être aussi des monsieur madame tout le monde. Ce sous-financement est aggravé par le fait qu'avec la libération de la parole, le nombre de plaintes augmente. Même si le nombre de condamnations diminue dans le même temps. Un de ces 4, il faudra qu'on parle du phénomène de backlash ou retour de bâton. En matière de violence intrafamiliale, la France n'a pas de quoi faire cocorico. Dans la loi des pères, Patrick Jean cite un rapport de 2002 du rapporteur de l'ONU qui signale le phénomène des mères qui doivent fuir à l'étranger pour protéger leurs enfants du nombre d'enfants victimes de pédophilie-pornographie. Ce rapport montre aussi les liens entre la justice et les pédocriminels qui influencent les procédures. Le rapporteur dénonce un problème systémique de déni de justice à cet égard. Pas d'affolement, on a fait plein de jolies cocottes en papier avec ce rapport, c'était plus simple que de changer quoi que ce soit. Avant d'écouter ou de croire, il faudrait commencer par se donner les moyens de le faire correctement. L'autre problème, c'est que la justice épouse le point de vue des coupables, qui sont, dans l'écrasante majorité, 98% pour l'inceste, des hommes. Dans Le berceau des dominations de Dorothy Ducy, un livre tout aussi fascinant qui se recoupe bien avec la loi des pères,
même si je ne conseille pas d'enchaîner les deux, intercaler avec Choupi fait du vélo, ça peut être une bonne idée pour ne pas tout casser de rage d'un coup comme ça. Bref, dans Le berceau des dominations, l'autrice, ethnologue, rappelle aussi que la société voit les choses et leur gravité du point de vue des auteurs. Déjà, est-ce qu'ils pensent avoir violé ou pas ? Est-ce que c'était un bon père de famille ou un monstre ? Un viol de rue ou un viol conjugal ? On parle à la place des victimes. Logique, vu qu'on les écoute pas. Alors que pour les victimes, pardon d'enfoncer les portes ouvertes, mais la mort c'est la mort, un viol c'est un viol. La gravité ressentie par les victimes, le traumatisme, n'est pas mécaniquement lié à l'acte commis. Il n'y a pas un barème objectif. On ne peut pas séparer les minutes de vie comme les perles d'un collier, c'est un ensemble. Ce n'est pas parce que ça n'a duré que 5 minutes que c'était moins grave que si ça en avait duré 10. Ce n'est pas parce que l'acte physique a duré 5 minutes que les effets s'arrêtent au bout de ces 5 minutes top chrono pour la victime. On, la société toujours, a une conception masculine de la sexualité et de la justice. Même l'échelle de gravité des atteintes est phallocentrée. Y a-t-il eu pénétration ou non, et de quoi ? C'est censé permettre de mesurer objectivement la gravité. Bel exemple de cas où être rationnel, c'est vraiment pas la panacée, voir l'épisode 1 pour plus de détails. Ce qui explique pourquoi les incesteurs et les violeurs, de manière générale, ont leur propre définition du viol, alors que pour les victimes, c'est pas le détail mécanique du geste qui compte. Mais comme on les écoute pas, cette conception masculine de la sexualité envahit aussi nos représentations littéraires, cinématographiques, médiatiques. C'est aussi pour ça qu'il faut plus d'égalité de représentation à tous les niveaux. Oui, je sais, je me répète pour les trois du fond. Tout ça, ça conforte les juges et tout l'appareil judiciaire dans cette logique pour que rien ne change. Pour reprendre les mots de Dorothée Ducy, la justice déduit de l'expérience des hommes des vérités censées être universelles. Fin de citation. Or, il y a des choses qu'ils ne vivent pas. Enfin, certains si, mais ce n'est pas systémique, même si ça reste grave et légitime. Donc ils n'en conçoivent pas la gravité. Et parlons-en de cette difficulté à avoir une vision systémique. Quand les témoignages ou les plaintes s'accumulent, plutôt que de comprendre que c'est un phénomène de société, on va parler d'effets de mode, ou même de chasse aux sorcières, ce qui est vraiment gonflé, mais ne digressons pas. Ça va ajouter du soupçon, et on va préférer rester sur les cas particuliers, individuels, réinventer la roue à chaque fois. On préfère voir les cas individuels comme uniques, voir un troupeau de menteuses vénales revanchardes, qu'adopter une vision externe en repartant de ce qu'on a déjà vu par le passé. On fait comme si chaque nouvelle accusation était une surprise, un truc inédit dans l'histoire de l'humanité, on tombe des nues. Qui aurait pu prédire ? Et puis bon, si on commence à accepter la culpabilité du premier, ça risque de faire effet domino. Imagine si on doit commencer à se méfier de tout le monde. C'est pour ça que l'idée « pas tous les hommes »,« not all men », rhétorique antiféministe désormais reprise par les féministes pour bousculer et faire réfléchir, susciter des prises de conscience, dérange autant de monde. Évidemment, personne ne pense sincèrement que 100% des hommes. Mais c'est une façon de penser en système. Tout comme si tu n'es pas activement antiraciste, tu n'es pas raciste. Il n'y a pas de neutre, tu es raciste, même passivement. Pour cette réflexion, je t'invite à lire « Comment devenir antiraciste » d'Ibram Kendi. Si tu n'es pas activement antisexiste, en train de te remettre en question à minima, tu n'es pas sexiste. Et ça vaut pour tout le monde. Bref, tout ça, ça crée du doute. Or, notre cerveau adore la certitude, et la stabilité, et la cohérence. C'est tellement mieux de ne rien changer parce que la flemme, de ne pas douter, d'être optimiste en minimisant les problèmes, de se gaslighter en se convainquant que une petite gifle ou une main au cul, c'est pas si grave finalement. L'autre problème du système judiciaire, c'est les experts et les arguments d'autorité. Commençons par rappeler ce qu'est un argument d'autorité. C'est un procédé rhétorique qui consiste à s'appuyer sur l'opinion d'une figure d'autorité, un scientifique reconnu, un diplôme, une blouse blanche, un costume cravate, un uniforme, pour étayer un argument plutôt que sur des faits réels et démontrés. S'appuyer sur un grand professeur plutôt que sur des décennies de statistiques ou le témoignage des victimes par exemple. Comme on est biberonné au respect de l'autorité, que ce soit le pater familias, la blouse blanche ou l'uniforme, on va plus croire un grand expert judiciaire qu'un enfant ou sa mère. Et ces experts judiciaires ont vraiment un impact énorme dans les histoires qui nous occupent.
Si le sujet t'intéresse, je te conseille l'épisode Au procès des folles d'un podcast à soi, qui montre comment les expertises psychiatriques sont utilisées à charge contre les victimes de violences conjugales. Et la loi des pères de Patrick Jean en parle aussi pour les enfants. On se retrouve avec des psys experts judiciaires qui forment les magistrats, la police, et popularisent des idées comme le syndrome d'aliénation parentale. Pas de panique si tu sais pas ce que c'est, on en reparle juste après. Des psys pour qui la pédophilie est une orientation sexuelle comme une autre, par exemple. Je comprends même pas comment c'est légal ce truc. Enfin, si, je comprends, je viens de l'expliquer, mais quand même. Et comme si tout ça ne suffisait pas, on assiste à une privatisation de l'expertise psychologique. Qu'elle soit mandatée par les juges ou payée par la défense pour se dédouaner, c'est devenu un marché lucratif. Ces experts font même des recommandations pour éloigner la mère, même quand on ne leur demande rien. Ça te paraît anodin ? Mais ça crée une encre dans le cerveau des juges, ça leur fait envisager sérieusement le cas de figure. En plus, les juges débordés vont rarement contre leur avis. Comme toujours, quand ça urge, notre cerveau prend la décision qui lui paraît la plus logique au vu de ce qu'il pense déjà savoir. Enfin, tout ce que je viens de dire, ça va si l'expert va dans le sens de l'homme du pater familias. Parce qu'on ne croit ni les médecins, ni les profs, ni même les rapporteurs de l'ONU, s'ils croient les femmes, les mères. Les médecins peuvent risquer gros s'ils signalent des violences sexuelles sur enfants. Et je finirai la partie sur les institutions par un aparté sur la police, qui est du côté des hommes aussi. Blancs, les hommes. Lorsqu'elles portent plainte, les victimes ne sont pas crues, doivent se justifier, prouver qu'elles sont de bonnes victimes. Ensuite, les investigations ne sont pas menées. Ou alors elles sont confrontées n'importe comment à l'agresseur présumé, les enfants aussi d'ailleurs, ce qui ne donne pas envie de porter plainte, à croire que c'est fait exprès. 80% des plaintes des femmes pour violence dans le cadre conjugal sont classées sans suite par manque d'investigation. Donc ouais, avant même de décider de croire ou pas, on pourrait juste appliquer la procédure. Pour plus d'infos, je te renvoie à Classer sans suite, le livre de Violaine de Philippis que je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de lire, même s'il a l'air très intéressant. Donc je ne vais pas développer cette partie pour l'instant. Dès qu'un homme est accusé de violence sexuelle ou conjugale, ça ne rate pas. Et la présomption d'innocence alors ? Alors bien sûr, personne ne parle de remettre en cause le principe de présomption d'innocence, fondamental dans notre système judiciaire. Le problème, c'est que cet appel à la présomption d'innocence s'assortit immanquablement d'une accusation de mensonge ou d'exagération, ou de vénalité, portée à la victime. Sauf que, la présomption d'innocence, elle s'applique aussi à la partie accusatrice. On parle de présomption de bonne foi. On va présumer aussi que l'accusatrice dit la vérité, c'est à l'autre de prouver la mauvaise foi. Mais ça, bizarrement, on l'oublie complètement. Aussi, conséquence du manque d'éducation aux notions de consentement, d'égalité, etc., la plupart des violeurs ne savent même pas qu'ils en sont. Donc bien sûr qu'ils clament leur innocence, tels des petits enfants qui disent « Je sais pas, j'ai pas fait exprès ». Et ils sont même de bonne foi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu viol ou violence ou autre. L'un n'empêche pas l'autre. Au lieu de la présomption de bonne foi, les femmes sont présumées folles, menteuses, vénales, coupables. Quand je dis que les femmes sont présumées menteuses, ça ne date pas d'hier. On en avait déjà parlé un peu dans l'épisode 10 sur l'hystérie. Previously on the Mycelium. On avait vu comment notre cher Freud, voulant enquêter sur les causes de l'hystérie, finit par conclure que quand même beaucoup de ces malades dénonçaient des violences sexuelles pendant l'enfance, et que si c'était vrai, ça ferait quand même vachement beaucoup d'abuseurs sexuels. Conclusion, elles mentent, et ils nous bricolent au scotch un concept de séduction infantile dont les hommes adultes seraient des victimes. Je suis tellement le mâle dominant, tellement fort, mais incapable de résister à une gamine de 3 ans. Sérieux, Freud, tu nous l'as refait sans trembler des genoux ? Pour le détail, je te renvoie à l'épisode 10 et au livre d'Isabelle Siak. Tout ça pour dire que notre bon vieux Freud aussi est tombé dans le panneau de la cohérence. Vu que ces données ne collaient pas avec le mythe du monstre anomalie, mais laissaient plutôt présager un problème systémique, il a mis les données à la poubelle. Ah, la rationalité masculine. Imagine si Freud avait fait son boulot jusqu'au bout. Non mais imagine. Peut-être que le mouvement MeToo, il aurait éclaté il y a 100 ans. Dans En finir avec l'hystérie prétendument féminine, Isabelle Siak nous explique que la victime est présumée menteuse, hystérique, en mal d'attention.
alors que justement, l'hystérique est la conséquence du traumatisme. Le podcast Ou peut-être une nuit montre aussi que cette présomption de folie est renforcée par le fait que la victime est souvent amenée à douter d'elle-même. Le trauma peut entraîner une rupture temporaire avec la réalité. D'autres facteurs peuvent entrer en jeu, comme l'identification à l'agresseur, un mécanisme courant en cas de violence sexuelle ou d'inceste, l'amnésie traumatique. Tout ça fait qu'on doute de qui on est, il est plus facile de nous embrouiller, de faire apparaître des incohérences. Tout ça ne fait que confirmer le message initial de l'hystérie. Les femmes sont folles par nature, circuler, y a rien à voir, c'est dans leur tête de toute façon. Bon, aujourd'hui, les procès en hystérie, ça commence à se voir. Ça fait de moins en moins sérieux, et tu me diras, c'est une bonne nouvelle ? Et je te répondrai, oui et non. Bien sûr, le fait que fondamentalement, l'hystérie ne soit plus brandie systématiquement comme une arme contre les femmes. Bon, déjà, ça se discute. Mais c'est pas plus mal. Mais, parce qu'il y a un mais et un gros, le problème c'est que l'hystérie a été repackagée par les masculinistes. On parle peut-être un peu moins d'hystérie, mais on parle maintenant de syndrome d'aliénation parentale. Une tournure inclusive qui me fait giga-tiquer vu qu'elle sert surtout contre les mères. Syndrome d'aliénation maternelle, ça serait plus honnête les gars. C'est un concept exploré par Patrick Jean dans La Loi des pères, donc un livre très dur à lire mais essentiel, et le premier truc qui m'était venu en le lisant c'était « Ah, donc voilà ce que ça donne quand un homme décide de croire les femmes, intéressant ». Bref, l'auteur a enquêté dans les milieux masculinistes où il a découvert ce concept pseudo-scientifique absolument pas reconnu par le milieu médical, mais utilisé par les avocats de la défense, les experts judiciaires, et cru par les juges lorsque, généralement après une séparation, la mère porte des accusations de violence sexuelle sur ses enfants par le père. Selon ce syndrome, l'enfant ment, sa mère aussi, l'enfant est sous l'emprise de sa mère qui le manipule pour se venger, faire payer le père, etc. Et ça passe, même quand il y a des preuves médicales prouvant les actes de violence. Ce pseudo-diagnostic justifie le fait de séparer l'enfant de sa mère pour le laisser sous l'emprise de son bourreau. Même si ce syndrome d'aliénation parentale ne repose sur rien, il fait son chemin dans les tribunaux. Les travailleuses et travailleurs sociaux, les juges, les associations sont formés à repérer ce syndrome qui n'existe pas. Par contre, visiblement, la formation aux idées féministes n'est pas à l'ordre du jour. Et si ça suffit pas pour prouver la folie des mères, on dégaine aussi le syndrome de Médée, qui est toujours une idée de vengeance par instrumentalisation des enfants, Munchausen par procuration, pile je gagne, face tu perds, l'arsenal est large. Voilà pourquoi je ne crois pas qu'on gagne au change en calmant le jeu sur l'hystérie, tant qu'on ne sort pas de cette idée de folie maternelle ou féminine. Donc pour conclure cette première partie, on l'a vu, si on préfère présumer les femmes coupables, menteuses, vénales, séductrices, c'est que si on commence à en croire une, ça s'arrête où ? On va être obligé de les croire toutes ? Or, d'après la Fondation des femmes, une femme sur 10 est victime de violences conjugales dans sa vie. Et d'après nous toutes, une femme sur 2 a subi une violence sexuelle en France. Donc t'en connais forcément au moins une. Pareil pour les enfants. Si on commence à croire les enfants, la société tout entière risque de s'effondrer devant l'ampleur du problème. Un enfant sur 10 serait victime d'inceste. Et ne parlons pas des violences parentales tout court, qu'elles soient physiques ou psychologiques. À la fin de son livre, Patrick Jean développe le coût économique, sociétal et psychologique que ça représenterait si, du jour au lendemain, on se mettait à vraiment s'attaquer aux violences intrafamiliales, qu'elles soient conjugales ou sur les enfants. Je ne vais pas développer ici, parce que si tout va bien, ça fera l'objet de l'épisode 25, mais c'est important de vraiment voir loin et large sur ces questions. Il y a vraiment une dimension anthropologique, osons le mot, avec cette question. Ça sert à rien de se voiler la face. Arrêter de considérer les femmes et les enfants comme des sous-humains, pour de vrai, ça changerait vraiment tout. Donc voilà déjà quelques éléments de réponse, mais on n'a fait qu'effleurer l'iceberg. Comme annoncé, l'épisode se poursuit dans 15 jours avec la suite. Et en attendant, on vous croit. M'ont inspiré pour ce double épisode En bon père de famille de Rose Lamy, Système 1, Système 2, Les deux vitesses de la pensée de Daniel Kahneman, Le berceau des dominations, une anthropologie de l'inceste de Dorothée Ducy, La loi des pères de Patrick Jean,
En finir avec l'hystérie prétendument féminine d'Isabelle Siak, Comment devenir antiraciste d'Ibram Kendi, La volonté de changer, les hommes, la masculinité et l'amour de Bell Hooks, King Kong Theory de Virginie Despentes, l'épisode Au procédé folle d'un podcast à soi, Révél obscur, femme, magie et politique de Starhawk, et, pour la synchronicité, Troie ou la trahison des dieux de Marion Zimmer Bradley. Voilà pour l'épisode du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Ce podcast est réalisé bénévolement, donc tu peux le soutenir en faisant un don sur Tipeee si tu peux te le permettre. Ça m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres et des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en l'envoyant dans les étoiles, 5 de préférence, et en le faisant voyager autour de toi. Merci beaucoup!